Le 12 août 2016 à 17h14, le soleil tape encore sur les toits du petit village de Péraldin. Il fait chaud, mais personne ne s'en plaint. Tout le monde est là, habillé, maquillé, prêt à sourire pour les photos. Talia, 28 ans, descend doucement de la voiture. Sa robe ivoire frôle le sol poussiéreux. Elle semble flotter. Elle s'arrête quelques secondes avant d'entrer dans la mairie. Juste là, sur les marches, elle lève les yeux, regarde son futur mari. Il lui tend la main. Les cloches sonnent. Elle avance. Tout était parfait. La salle est décorée avec soin. Des guirlandes blanches, des fleurs séchées. Un vieux photographe en sueur se bat avec son appareil. Au fond, une vieille dame pleure discrètement. L'instant est suspendu, comme si le temps retenait son souffle. Il y a quelque chose dans l'air. Trop léger pour qu'on le nomme, trop discret pour qu'on s'en méfie. Mais il est là. Talia sourit. Elle tient la main de Jules. Rien ne tremble, rien ne vacille. À cet instant précis, elle croit que tout commence. Pourtant, quelque chose s'est fermé, en silence. À l'intérieur, elle ne l'a pas senti. Mais ce jour-là, un verrou invisible s'est tourné. Et c'est seulement bien plus tard qu'elle commence à comprendre. Au début, elle se dit que c'est juste le stress, le déménagement, le changement de rythme. 3 mois passent, puis 4. Et toujours rien. Ce n'est qu'au 5e mois qu'elle se décide à consulter. Le médecin regarde ses résultats. Son visage se ferme. Elle pose la question. Il prend une longue pause avant de répondre. « Vous êtes stérile, madame. » Un choc. Une gifle. Elle secoue la tête. Non, ce n'est pas possible. Avant le mariage, tout allait bien. À Péraldin, chaque couple doit passer des examens médicaux avant de se marier. Fertilité comprise. Elle les avait passés. Les deux. Elle était en parfaite santé. Les résultats étaient bons. On le lui avait dit noir sur blanc. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi juste après le mariage? Alors pourquoi maintenant? Pourquoi après? Talia ne comprend pas. Et elle n'est pas la première. Ce que les autres lui diront plus tard va bouleverser tout ce qu'elle croit savoir sur ce jour-là avant de se marier à Péraldin. Il y a une étape obligatoire, une exigence imposée par la mairie depuis plusieurs décennies. Personne ne sait vraiment pourquoi c'est encore en vigueur, mais personne ne pose de questions. On suit la procédure, toujours la même. Chaque couple doit passer une série de tests médicaux avant que la date ne soit validée. Prise de sang, compatibilité génétique et surtout, un test de fertilité. Pour les deux. L'objectif officiel, vérifier que les futurs époux sont en bonne santé, éviter les surprises. Un détail un peu intrusif, certes, mais accepté par tous. Talia avait donc fait ses examens, comme les autres. Les résultats étaient parfaits. Ovulation régulière, réserve ovarienne dans la norme, aucune anomalie. Elle n'avait jamais eu de problème. Son fiancé non plus. On leur avait dit en souriant « Vous êtes prêts ?» Elle avait souri aussi. Elle se sentait prête. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'avant elle, 5 autres femmes avaient vécu la même chose. Toutes avec les mêmes résultats, toutes fertiles. Jusqu'au jour de leur mariage, le nom de ces femmes n'apparaît nulle part sur des registres médicaux partagés. Elles ne se connaissaient pas de lien de parenté. Mais un médecin du coin, un certain docteur Marin, avait commencé à remarquer des coïncidences. Au début, il pensait à des cas isolés. Une patiente, puis une autre. Des femmes jeunes, sans antécédents, qui revenaient quelques mois après leur mariage, l'air perdu, les mains serrées sur un dossier de résultats. La première, c'était Clara. Elle s'était mariée en 2010. 2 ans plus tard, elle n'avait toujours pas conçu. À l'hôpital régional, ils avaient parlé d'infertilité inexpliquée. Le genre de diagnostic flou qui ne donne aucune réponse. Puis il y avait eu Hélène, puis Marjorie, et Aline, et Maude. Le nom de Péraldin revenait à chaque fois. Ce n'était jamais dit comme ça, mais c'était là. Dans les dossiers, lieu de mariage, mairie de Péraldin. Et un autre détail dérangeant, toutes ces femmes avaient recommencé leur descente dans l'incompréhension à peu près 1 an après leur cérémonie. Toutes avaient attendu, espéré, compté les jours, surveillé les cycles, jusqu'à ce que l'inquiétude grandisse. Et les tests s'enchaînent. Toutes pensaient que le problème venait de leur conjoint. Mais les examens disaient le contraire. Les hommes étaient fertiles. Aucun problème détecté. C'est là que les questions ont commencé à tourner. Comment expliquer qu'autant de jeunes femmes, en parfaite santé, deviennent infertiles dans les mois qui suivent leur mariage, alors qu'elles étaient médicalement aptes à concevoir quelques jours avant? Et ce n'était pas seulement qu'elles n'arrivaient pas à tomber enceintes. Non. Les résultats médicaux disaient stérilité avérée. Des ovaires qui cessent de fonctionner, des taux hormonaux qui chutent brutalement, comme si, à un moment précis, leur corps s'était fermé, définitivement.
Le docteur Marin a commencé à compiler ses dossiers en secret. Il ne voulait pas alarmer les familles, il ne voulait pas éveiller les soupçons, mais à chaque dossier ajouté à sa pile, le même frisson revenait. Le lien n'était pas biologique, il n'était pas médical, il n'était pas psychologique non plus, il était géographique, il était rituel. Un jour, alors qu'il feuilletait les documents d'une 5e patiente, il a noté un détail troublant. La date du mariage, 12 août, encore, comme la première, comme les autres, et toujours au même endroit. Péraldin est à la même heure. À ce moment-là, il a senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce qu'il ignorait encore, c'est que la prochaine sur sa liste serait Talia. Et cette fois, elle ne garderait pas le silence. Au début, personne n'a rien dit. Même Talia, après l'annonce du médecin, avait gardé le silence pendant plusieurs jours. Elle était rentrée chez elle. Elle avait rangé les papiers dans un tiroir. Et elle avait continué à sourire devant sa belle famille. Mais quand elle a commencé à chercher des réponses, elle a frappé un mur invisible mais bien réel. Elle avait tenté d'en parler à sa tante, à sa belle-sœur, à la voisine. À chaque fois, les réactions étaient les mêmes. Un regard fuyant, un changement de sujet, un petit rire nerveux. On lui disait « ce n'est peut-être pas le moment d'y penser ». Ou encore « tu verras, ça viendra avec le temps ». Et parfois même, on lui dit que c'est Dieu qui donne les enfants et que l'heure de Dieu c'est la meilleure. Mais elle savait. Elle sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Ce n'était pas un simple retard. Et puis, elle a croisé Aline, mariée 2 ans avant elle, même quartier, même médecin, même silence. Elles se sont vues au marché, un échange banal au début. Puis un mot, une phrase, un regard. Et là, Aline a craqué. Elle lui a dit « moi aussi c'est arrivé ». 3 mois après le mariage, et personne n'a voulu m'écouter. C'est là que Talia a compris qu'elle n'était pas seule. Mais à mesure qu'elle en parlait autour d'elle, les choses se sont tendues. Une voisine ne lui a plus jamais adressé la parole. Le boulanger lui lançait des regards froids. Même son propre mari lui a demandé de laisser tomber ses histoires. Les hommes, eux pour rester fermés. On aurait dit qu'ils avaient peur de mettre des mots sur ce qu'ils voyaient, comme s'ils sentaient que reconnaître l'évidence allait faire s'effondrer tout l'équilibre du village. Ils parlaient de fatigue, de travail, d'âge que ces femmes n'avaient pas encore atteint la ménopause. Certains insinuaient même que c'était dans la tête, que les femmes s'étaient montées la tête entre elles, qu'elles se laissaient influencer. Mais le malaise était là, partout, un climat de gêne, de suspicion, comme si la vérité, ou même l'envie de chercher, était déjà une faute. Talia s'est accrochée. Elle s'est mise à fouiller, à noter, à recouper. Elle a retrouvé une 3e femme, puis une 4e, chacune avec sa propre histoire, mais toujours le même point de bascule, le mariage, et toujours à Péraldin et à la même date. Cela attirait sa curiosité. Mais comment nous pouvons nous marier au même endroit, à la même date, et ne pas pouvoir enfanter? Mais c'est bizarre, dit-elle une fois. Elle a voulu en parler lors d'un dîner de famille. Elle avait préparé ses mots. Mais à peine avait-elle prononcé les mots. Stérilité inexpliquée qu'un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Sa belle-mère a reposé sa fourchette. Son beau-père s'est levé pour allumer une cigarette. Jules a baissé les yeux. Et plus personne n'a parlé de la soirée. Le pire, ce n'étaient pas les silences. C'étaient les regards, des regards lourds, comme si certains savaient quelque chose, mais qu'ils avaient appris à ne jamais le dire. Pas à haute voix, pas même à eux-mêmes. Le village changeait, Talia le sentait. Même les rues semblaient plus calmes, plus vides. Les vieux disaient que les enfants se faisaient rares, mais personne ne posait la vraie question. Pourquoi? À l'église, lors de la messe, le prêtre parlait souvent de pardon, d'acceptation, mais il évitait soigneusement les sujets de fertilité, de famille, d'avenir. Comme si ces mots brûlaient la langue, et pendant ce temps, d'autres femmes souffraient en silence. Certaines s'éloignaient, déménageaient, changèrent de nom. Parce qu'ici, à Péraldin, poser trop de questions, c'était déranger un équilibre fragile, un accord muet entre le passé et le présent. Et plus Talia cherchait, plus elle sentait que ce n'était pas juste une série de coïncidences. C'était comme une chaîne, un filet invisible, qui resserrait ses nœuds autour de celle qui osait parler. Le silence n'était pas un oubli, c'était une règle, imposée, point transmise et renforcée par la peur. Talia l'a compris ce soir-là, en rentrant d'une réunion où 3 femmes lui avaient confié la même chose. Je sais qu'il s'est passé quelque chose, mais si j'en parle,
J'ai peur qu'il m'arrive pire. Et ce soir-là, seule dans sa cuisine, Talia a senti qu'il y avait plus que des secrets. Il y avait un interdit. Quelque chose qu'on n'avait pas le droit de nommer. Pas ici. Mais elle ne comptait pas se taire. Parce qu'elle avait compris que le silence à Péraldin n'était pas juste un choix, c'était une protection. Mais contre quoi? C'est ce qu'elle allait découvrir, une femme du village, presque centenaire. On l'appelle Mère Éline. Elle vit seule dans une maison sans volets, à l'orée de la forêt. Elle ne sort presque jamais, sauf le dimanche matin. Et encore, pas toujours. Ce jour-là, Talia venait juste de quitter la pharmacie. Elle s'était arrêtée, un peu par hasard, sur le banc de la place. La vieille femme s'est approchée lentement, l'air un peu ailleurs, et sans même la regarder. Elle a lâché. Elle est revenue, tu sais. Althea n'oublie jamais. Talia n'a rien compris sur le moment. Elle pensait à une voisine, une vieille querelle, une rumeur comme tant d'autres. Mais ce nom, Althea, est resté. Elle l'a entendu plusieurs fois ensuite, murmurer à voix basse dans la bouche des anciens, jamais dans celle des plus jeunes. Alors elle a demandé, à la boulangère, au facteur, au fleuriste. Personne ne voulait vraiment répondre. Certains baissèrent les yeux, d'autres souriaient, un peu gênés, comme s'ils niaient, sans trop y croire eux-mêmes. Mais une chose revenait toujours, le silence. Un silence d'évitement. Un silence de peur, c'est finalement l'institutrice retraitée du village qui a fini par lui raconter une partie de l'histoire, mais assez pour ouvrir la porte. Althea vivait à Péraldin, dit-elle, une jeune fille d'à peine 17 ans, née vers la fin des années 1800, belle, très belle même, mais pauvre. Sans nom, sans alliance, elle était tombée amoureuse d'un homme riche du village, promis à une autre. Ils se sont aimés en secret pendant des mois, mais quand leur histoire a été découverte, tout a basculé. La fiancée officielle a menacé de ruiner la famille, et l'homme a renié Althea du jour au lendemain. Il a nié l'avoir aimée, il l'a accusée de séduction, de manipulation, de sorcellerie, et dans ce village, à l'époque, ce mot-là, c'était une condamnation à mort. Ils ont organisé un procès de façade, pas de juge, pas de témoin, juste un groupe d'hommes. Dans une grange, ils ont décidé qu'elle portait malheur, qu'elle empêchait les naissances, qu'elle attirait le mal. Alors, ils l'ont enterrée, vivante, derrière l'ancienne mairie, un terrain vague, aujourd'hui. La légende dit qu'au moment où la terre commençait à l'étouffer, elle a crié, un cri si fort que les coqs du village se sont tus, et qu'une seule phrase est sortie de sa bouche. Qu'aucune autre ne goûte à ce que l'on m'a refusé. On dit qu'il a fallu plusieurs jours pour que la terre se referme, qu'à chaque tentative, elle s'ouvrait de nouveau, comme si le sol lui-même refusait d'être complice. Depuis ce jour, plus personne n'a voulu vivre près de cet endroit. Et étrangement, à partir de cette époque, les naissances sont devenues rares à Péraldin. Très rares. Sauf quand les femmes partaient se marier ailleurs, avant de revenir à Péraldin. Mais ce que Talia ne savait pas encore, c'est que la date du procès, celle qu'on retrouve dans une vieille coupure de journal à moitié effacée, était le 12 août 1812, exactement 204 ans avant son propre mariage. Une coïncidence? Peut-être. Mais dans un village comme celui-ci, où les murs transpirent les secrets, les coïncidences n'existent pas. Depuis cette découverte, Talia n'a plus jamais marché près de l'ancienne mairie sans sentir un courant d'air glacé, comme une respiration venue du sol. Et ce nom, Althea, qu'elle avait à peine entendu il y a quelques semaines, était maintenant partout, dans ses rêves, dans les feuilles qu'elle ramassait. Et une fois, inscrit à la craie sur sa fenêtre embuée, « Tu as marché sur sa terre ». Ce soir-là, elle n'a pas dormi, elle a compris qu'il ne s'agissait pas juste d'une histoire de femme stérile, mais d'une mémoire point d'un, cri point et d'une justice que le temps n'avait jamais apaisée. Paulin Deveau n'était pas un homme qu'on remarquait facilement, un maire de village comme on n'en fait plus, présent à chaque kermesse, silencieux aux enterrements, et toujours le premier à ouvrir les portes de la mairie le matin. Il connaissait chaque habitant de Péraldin. Il avait vu grandir les enfants, vieillir les anciens, et partir les plus jeunes. Mais depuis quelque temps, son regard avait changé. Ce n'était pas visible pour tout le monde, mais ceux qui le côtoyaient vraiment l'avaient senti. Il s'éloignait des discours. Il signait les papiers sans les lire. Et surtout, il évitait les mariages.
un jour, sans prévenir, il a annulé 3 cérémonies. 3 couples qui s'étaient préparés depuis des mois. Il a simplement dit « travaux dans la salle ». Mais la salle était intacte. Pas un clou de travers, pas une fuite. Les rumeurs ont commencé à circuler. Certains disaient que Paulin était malade. D'autres disaient qu'il avait peur. Mais peur de quoi? Il y avait une femme, Magda, la secrétaire de mairie. Elle travaillait avec lui depuis 10 ans. Un jour, en ouvrant une armoire dans le bureau de Paulin, elle est tombée sur un dossier caché tout au fond, un vieux classeur, à moitié rongé par l'humidité, aucun nom sur la couverture, juste une date écrite à la main. 1989, présente mais absente, à l'intérieur, 14 fiches, 14 femmes. 14 mariages et un mot en rouge, barré sur chaque page, fertile, infertile et à côté. Des annotations, 3 jours après, symptômes immédiats. Test confirmé en clinique privée. Magda n'a rien dit sur le moment, mais elle a lu chaque nom, chaque date. Elle en reconnaissait certains. Des femmes du village, toujours souriantes, toujours, sans enfants. Et ce qui l'a le plus troublé, ce n'était pas le contenu des fiches, c'était la dernière page du dossier, une lettre, écrite de la main de Paulin, et signée. Je ne peux plus faire semblant. Chaque fois que je signe ces actes, j'ai l'impression d'envoyer ces femmes à l'abattoir. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas psychologique. Quelque chose vit ici. Quelque chose veille sur ces murs. Je crois que c'est elle. Et je crois qu'elle a raison. Quelques jours plus tard, Paulin n'est pas venu au conseil municipal. Il n'a pas non plus ouvert la mairie ce matin-là. Chez lui, la porte était verrouillée, la lumière allumée. Mais plus de Pauline, il avait laissé son trousseau sur la table, ses clés de bureau, son téléphone, même son portefeuille. Un seul objet manquait, le dossier. On l'a cherché pendant des semaines, dans les bois. Le long de la rivière, même les chiens des gendarmes n'ont rien flairé. Disparu, dissous, avalé. Mais le plus étrange, c'est ce que Magda a raconté ensuite une nuit. Alors qu'elle rangeait les derniers papiers du bureau, elle a entendu des pas dans le couloir, lents, lourds, comme si quelqu'un marchait. Mais sans vraiment toucher le sol, elle a ouvert la porte, personne. Mais sur le bureau, là où Paulin signait toujours les certificats de mariage, il y avait une trace, comme une empreinte de main point noir point brûlée dans le bois. Depuis ce jour-là, aucun nouveau maire n'a accepté d'organiser des cérémonies à Péraldin. On dit que la mairie n'est plus tout à fait vide, que quelqu'un continue de veiller la nuit sur cette salle trop silencieuse. Quelqu'un ou quelque chose. Et dans les allées du village, quand on demande ce qu'est devenu Paulin de Vaux, les gens détournent les yeux, personne ne répond, mais certains murmurent qu'il n'a pas fui. Il a payé, pour avoir su trop de choses, et pour être resté trop longtemps. Silencieux. À ce moment-là, Talia n'attend plus rien des médecins. Les mêmes phrases, les mêmes sourires gênés. Vous êtes jeune, il faut juste du temps. Puis plus tard, parfois le corps décide seul. On ne peut pas toujours expliquer. Mais elle sait que quelque chose cloche. Un soir, dans sa cuisine, elle ressort son dossier médical. Elle relit tout. Les résultats d'avant le mariage. Normaux, ovulation régulière. Aucun antécédent. Et puis, ceux d'après. Un mur, comme si son corps avait tiré un rideau. Brutalement, elle se souvient d'une phrase entendue dans la salle d'attente. Ma cousine aussi, depuis son mariage ici. Plus rien. Elle n'avait pas prêté attention à ce moment-là, mais maintenant, tout revient. Talia commence à chercher. Dans les rues, elle va frapper à certaines portes. Elle ose poser des questions. Et peu à peu, les langues se délient. Elle retrouve une femme, puis une autre, puis 2 autres. 4 au total. 4 femmes qui n'ont aucun lien entre elles, si ce n'est celui-ci. Elles se sont toutes mariées à Péraldin à la même date. Et toutes, sans exception, sont devenues stériles. Dans les mois qui ont suivi, elles se donnent rendez-vous dans un petit café, à l'extérieur du village, une table au fond, discrète. Chacune arrive avec une pochette de papier, dossiers médicaux, analyses, radiographie. Les premières minutes sont pesantes. Personne ne veut parler en premier, mais Talia prit la parole. Elle raconte, sans détour. Et quand elle termine, elle lève les yeux. Elle hoche toute la tête. C'est comme si elle racontait la même histoire avec des voix différentes. L'une d'elles, Louane, dit que son médecin lui a d'abord parlé d'un dérèglement hormonal passager. Puis, après 3 traitements qui n'ont rien donné, il s'est contenté de dire « Parfois, ça arrive ». Et il est passé à autre chose, une autre.
Méline raconte qu'elle est tombée enceinte une fois, avant le mariage, mais elle a fait une fausse couche. Depuis, plus rien. Elle a changé de médecin, tenté plusieurs cliniques. Même discours, même impasse. La plus âgée du groupe, Sabine, 39 ans, sort un petit carnet. Elle y note tout. Chaque date, chaque symptôme. Elle regarde les autres et dit calmement « La seule chose qui nous relie, c'est cette mairie. » Et c'est là que tout prend forme. Talia aligne les dossiers sur la table, les dates des tests de fertilité avant le mariage. Les bilans post-mariage pointent tous. Les examens montrent une rupture, un avant clair, un après flou. La date exacte varie d'une femme à l'autre. Mais une chose revient toujours, le changement commence le jour même du mariage. Pas la veille, pas la semaine d'après. Le jour même, il y a un silence dans la pièce. Puis Louane souffle. Ce n'est pas nous, c'est cet endroit. Talia ressent une montée de colère contre ce système muet de ce village qui semble cacher quelque chose. Elle pense à sa grand-mère, à cette phrase qu'elle répétait souvent « Quand une maison fait du mal, ce n'est pas ses murs. C'est ce qu'on y a laissé. Et cette mairie, qu'est-ce qu'on y a laissé ?» Elles décident de continuer ensemble, elles vont tout croiser, tout relire. Talia se charge d'interroger l'ancien maire. Louane fouille dans les archives locales. Sabine, elle, se concentre sur les dossiers médicaux. Elle connaît du monde dans un hôpital de la région. Et Méline, elle retourne à la mairie. Pour observer, elle note chaque détail, les objets, l'agencement, la lumière et surtout ce tableau accroché au fond de la salle. Un portrait ancien, d'une femme inconnue, en robe noire. Ce soir-là, quand elles se séparent, il n'y a pas de promesse solennelle, pas de « on va y arriver », juste un regard, un accord muet. Quelque chose les relie, et ce n'est plus juste la douleur. Il faisait nuit quand Talia est retournée là-bas. Une nuit silencieuse, froide, figée. Le genre de nuit où même le vent semble avoir peur de faire du bruit. Elle n'avait prévenu personne. Elle avait attendu que tout le monde dorme, que la lumière s'éteigne dans les maisons autour, et elle avait pris le chemin de la mairie. Ce bâtiment, elle le connaissait, en théorie. Elle s'était mariée là, quelques mois plus tôt. Les murs lui avaient semblé neutres, presque froids, comme si l'endroit avait oublié de respirer depuis longtemps. Mais cette nuit-là, il était différent. Le sol craquait sous ses pas. L'air était plus dense. Elle a mis la main sur la poignée. Elle était glacée. Elle a poussé la porte. Pas de grincement. Juste un silence lourd qui s'épaississait à mesure qu'elle entrait. La salle était vide, bien sûr. Mais il y avait quelque chose. Quelque chose qui ne se voyait pas mais qui prenait toute la place. Le genre de présence qui ne fait pas de bruit mais qui écrase. Talia a avancé lentement. Chaque pas résonnait comme un écho dans une cathédrale abandonnée. Son regard glissait sur les murs, les bancs, les rideaux figés par la poussière. Et puis, son regard s'est arrêté. Au fond de la salle, derrière l'endroit où les couples prononcent leurs vœux, un mur plus ancien, décoloré. Quelque chose y était gravé. Talia s'est approchée. La lumière de son téléphone tremblait. Les lettres étaient creusées à même la pierre, profonde, ancienne. Celle qu'on a trahie n'oublie jamais. Elle a reculé d'un pas. Une bouffée d'air glacé lui a traversé la nuque. Et pendant un instant, elle a cru sentir un souffle trop proche. Trop humain, elle est restée là, figée, la main tremblante. Le mur ne bougeait pas, mais on aurait dit que l'air, autour de cette phrase, vibrait légèrement. Comme si les mots respiraient encore. Elle a quitté la salle en courant. Le chemin du retour lui a semblé 2 fois plus long. Elle avait la gorge sèche, la nuque encore froide. Chaque bruit de branche ou de pas derrière faisait battre son cœur un peu plus fort. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Et au matin, son corps a commencé à la trahir. Maux de ventre, vertige, frissons. Elle a pensé à un virus, à un coup de froid. Mais rien ne passait. Et les médecins n'ont rien trouvé. Pendant une semaine, elle est restée couchée. Incapable de se lever plus de quelques minutes. Le regard vide, l'esprit embrouillé. Elle revoyait sans cesse la phrase. Ça tournait en boucle dans sa tête, comme un avertissement qu'elle avait ignoré. Ou une clé qu'elle n'avait pas encore comprise. Ce n'était pas une simple inscription, c'était un rappel. Un message laissé là pour celle qui viendrait après. Un cri gravé dans la pierre, à défaut d'avoir pu être entendu de son vivant. Et maintenant, elle, Talia, savait. Elle savait qu'elle était entrée dans un lieu qui n'appartenait plus aux vivants depuis longtemps. Cette phrase la hantait, elle la voyait même les yeux fermés. Et plus les jours passaient, plus elle avait la sensation étrange qu'elle n'était pas la première à l'avoir lue. Comme si d'autres femmes avant elle avaient compris.
Mais trop tard. Alors Talia a commencé à poser des questions. Mais les réponses n'arrivaient jamais. Juste des regards fuyants, des silences trop lourds. Ou parfois un nom chuchoté du bout des lèvres, un nom qu'on ne prononçait jamais à haute voix. Elle s'appelait Élise Bouclier. Elle avait 94 ans. Elle vivait à l'écart du village, dans une maison tordue par le temps, au bord de la forêt. Certains disaient qu'elle était sourde, d'autres qu'elle était folle. Mais tous s'accordaient sur une chose. Elle avait connu une époque que plus personne ne racontait. Talia s'y est rendue un après-midi. Il faisait lourd. L'air collait à la peau. La maison semblait vide, mais la porte n'était pas fermée. À l'intérieur, tout sentait le papier et la cendre. Des livres empilés, des objets figés dans la poussière, et puis cette voix, fragile mais nette, « Tu viens pour elle ». Talia n'avait encore rien dit. Élise n'a pas levé les yeux. Elle est restée assise sur ce vieux fauteuil en rotin, les mains posées sur un album jauni. Elle l'a ouvert à la dernière page. Une photo, noir et blanc, un peu floue, devant la mairie, un groupe figé, sans sourire. Et juste à côté, une femme en robe noire. Elle ne souriait pas non plus. Elle fixait l'objectif comme si elle regardait à travers. Élise a pointé son doigt noueux vers elle. Elle est là. Et elle n'a jamais bougé. Talia a pris la photo, elle l'a regardée longtemps. Pas pour ce qu'elle montrait, mais pour ce qu'elle laissait deviner. Là, en arrière-plan, presque fondue dans l'ombre d'un arbre, une silhouette, vêtue de noir, floue, mais avec ce même regard figé qu'on retrouve dans d'autres photos de mariage du village. Elle est toujours là, murmure Élise. Sur toutes les photos, Talia n'a pas compris tout de suite. Élise a posé l'album sur ses genoux, puis, après un long silence, elle a parlé. Elle a parlé d'Althea, une femme d'un autre siècle. Belle, fière, et amoureuse du mauvais homme, il était marié. Pas à elle. Et pour cette faute-là, les femmes du village l'ont jugée. Une rumeur a suffi. On a dit qu'elle lançait des charmes, qu'elle attirait les maris, qu'elle volait la fertilité des autres. Un soir, on l'a emmenée, sans cri, sans procès. On l'a enterrée vivante, dans la cour même de l'ancienne mairie. Personne n'a osé poser de questions. Mais avant de mourir, Althea a maudit le lieu. Pas les gens, pas les familles. Le lieu. Qu'aucune femme ne connaisse le bonheur qu'on m'a refusé. Depuis ce jour, dit Élise, le malheur rôde. Elle revient à chaque union, murmure-t-elle. Pas pour punir, mais pour rappeler qu'elle n'a pas disparu, seulement été effacée. Talia est restée là encore quelques minutes, sans oser parler. Élise fixait la fenêtre, ses yeux dans le vide. Puis elle a murmuré. Elle n'a jamais voulu la douleur des autres. Elle voulait juste qu'on se souvienne d'elle. Plus elle regardait cette femme, plus une sensation étrange l'envahissait. Ce n'était pas juste de la peur, c'était une forme de présence. Comme si, à force de la chercher dans les photos, cette femme l'avait regardée en retour. Talia ne dormait plus. Elle rêvait d'un même lieu, toujours flou, des murs pâles, une lumière grise, et l'impression étouffante que quelque chose l'y attendait. Une nuit, elle s'est réveillée en sursaut. Ce n'était pas un cauchemar. Pas vraiment, mais une sorte d'évidence qui s'était imposée. Il y avait un endroit qu'elle n'avait pas encore exploré, un endroit que personne n'approchait. La vieille maison au bout du chemin d'ocre. Elle ne savait pas pourquoi, mais tout l'y poussait, comme si chaque image, chaque indice, chaque regard figé sur les photos pointait dans cette direction. Elle s'y était rendue, la porte a cédé sans effort. L'intérieur sentait le vieux bois. Les pièces semblaient gelées dans le temps. Une table encore mise, des cadres sans visage, et ce bruit, discret mais répétitif, comme un grattement. C'est en suivant ce bruit qu'elle a trouvé la malle. Elle était cachée derrière un pan de mur, dans une chambre trop étroite pour avoir vraiment servi. Un panneau disjoint, du plâtre effrité, et derrière, cette vieille malle en cuir, mangée par l'humidité. Talia a hésité. Son instinct lui criait de sortir, mais ses mains faisaient déjà sauter les attaches. À l'intérieur, rien de précieux, juste un livre, petit, couverture abîmée, pages tachées, certaines collées par le temps. C'était un journal, celui d'Althea. Elle l'a ouvert là, assise sur le sol poussiéreux, les doigts tremblants, et dès les premières lignes, elle a compris. C'était une mémoire étouffée, une douleur que personne n'avait voulu entendre. Althea n'avait rien d'une sorcière.
C'était une jeune femme, éduquée, vive et surtout amoureuse d'un homme qu'elle n'aurait jamais dû aimer. Le fils du maire, disait-elle, un homme promis à une autre, mais qui revenait toujours vers elle. Il se retrouvait en cachette, sous la vieille arche, près de la rivière. Elle écrivait, il disait que j'étais l'été, que je faisais fondre l'hiver de sa famille. Puis, tout a basculé. Un soir, il a disparu. On lui a dit qu'il s'était marié, avec une femme riche, d'une ville voisine, et que l'union devait être célébrée à la mairie. Celle de Peraldin, la même Pan Altea a supplié, elle a écrit des lettres. Elle s'est rendue chez lui, on l'a chassée, on l'a humiliée, puis on l'a accusée de jalousie, d'hystérie, de sorcellerie. Les pages suivantes sont pleines de ratures, comme si l'encre avait eu du mal à suivre sa colère. Elle écrit « Ils ont dit que j'avais fait sécher les champs, que les vaches ne donnaient plus de lait à cause de moi. On m'a enfermé dans une cave, 3 jours sans lumière, puis ils ont prévu m'enterrer. Pas très loin, sous la mairie. Et à la dernière page, gravée plus qu'écrite, qu'aucune autre ne goûte à ce que l'on m'a refusé. » Talia relit la phrase. 3 fois. Le papier est sec, presque cassant, mais l'encre semble encore fraîche, comme si quelqu'un venait juste d'écrire. Ce n'était pas un mythe, pas une légende. Pour effrayer les enfants, Altea avait existé, elle avait aimé, et elle avait été enterrée vive. Le plus troublant, c'est ce passage au milieu du journal, un seul paragraphe. Mais c'est celui qui va hanter Talia le plus longtemps. Il pense que je vais me taire, que mon nom sera effacé. Mais chaque femme qui prononcera un oui entre ces murs portera ma peine. Pas pour les tuer, non, mais pour qu'elles sachent ce que c'est, que d'attendre un enfant, qui ne viendra jamais. Un froid a traversé Talia, point. Ce n'était pas une malédiction lancée sur le village, c'était une vengeance précise, ciblée, personnelle. Altea ne s'était pas attaquée à des innocents, elle s'en était apprise à un lieu, à un moment, le mariage, point pas, l'amour, l'union publique, officielle. Celle qui lui avait été refusée. Talia referme le journal. Elle n'a plus froid, elle n'a plus peur. Elle sait juste que tant que cette promesse restera gravée dans le silence, aucun oui ne sera jamais innocent dans ce village. Il y avait quelque chose d'étrange dans les registres. Au départ, c'est une date qu'on remarque. Puis une autre, et encore une, toujours les mêmes écarts. 3 ans après chaque mariage, sans aucun enfant. Talia avait mis la main sur les anciens registres municipaux, ceux que presque personne ne consulte, ceux qui prennent la poussière dans une armoire métallique, sans serrure, mais que tout le monde laisse fermer. Elle n'avait pas d'attente. Elle voulait juste comprendre, vérifier si d'autres avaient vécu ce qu'elle vivait. Les premières pages étaient banales, des noms, des dates, des signatures tremblantes. Mais au fil des pages, un schéma commence à se dessiner. Elle prend une feuille. Elle trace une ligne. 1930, premier point. Mariage entre Marie Vernet et Jules Belmont. Le 12 août. Elle cherche leur nom dans les registres de naissance du village. Rien. Aucun enfant à leur nom. Elle remonte 3 ans plus tard, 4 même. Toujours rien. Mais avant leur mariage, un petit garçon est né, Jean-Louis, en janvier 1930. Un détail anodin, peut-être. Mais le suivant est pareil, puis le suivant. Et encore le suivant, à chaque fois, la même mécanique. Les enfants naissent avant la cérémonie officielle. Ou bien, ils naissent ailleurs, dans une autre ville, enregistrés sous la même adresse, mais jamais liés directement à Peraldin. Elle commence à douter. Peut-être que les registres sont incomplets. Alors elle décide de croiser les fichiers municipaux avec ceux du cabinet médical du village. Les plus anciens sont sur papier jauni. Reliés avec de la ficelle, elle fouille, feuillette, note, recoupe. Et plus elle avance, plus le schéma se répète. Des couples mariés à la mairie et aucun enfant dans les 3 années qui suivent. Pas un seul. Elle en parle à Clémence, une ancienne sage-femme à la retraite. Clémence vit à l'écart dans une maison en pierre, au bout du chemin de la gare. Elle a aidé à faire naître des dizaines d'enfants dans le village. Quand Talia lui parle des dates, Clémence baisse les yeux et dit doucement « Tu sais, on ne posait pas trop de questions à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on savait que certaines questions appellent des réponses, qu'on n'est pas prêt à entendre. » Clémence confirme.
La plupart des enfants sont nés avant les cérémonies. Les femmes tombaient enceintes, puis elles se mariaient, ce n'était pas rare. Mais ce qui l'a toujours troublée, c'est qu'aucune naissance n'est jamais venue après un mariage à la mairie. Une fois, une seule fois, elle se souvient d'une femme très croyante qui avait voulu respecter l'ordre des choses. Elle s'est mariée le 12 août 1954 et n'a jamais pu concevoir. Elle est partie du village. Des années plus tard, sans jamais avoir d'enfant, son nom, Lucette Daven. Talia, retrouve ce nom dans les archives. Et soudain, quelque chose la frappe. Ce n'est pas seulement les dates, c'est l'absence de discussion autour de ça. Comme si, dans le village, cette vérité silencieuse avait été digérée sans être admise. Les couples ne posaient pas de questions. Ils partaient, parfois, ou faisaient semblant. Une phrase revient souvent dans les dossiers de clémence. Pas d'antécédent. Situation inexpliquée. Toujours la même mention, toujours la même zone d'ombre. Talia revient chez elle avec une dizaine de photocopies qu'elle étale sur le sol. Des noms, des dates, des photos, des couples souriants, heureux, en robe blanche et costume gris. Des fleurs dans les cheveux, des rubans sur les bancs, et derrière ces visages, une histoire figée. Pas d'enfant. Juste, un arrêt, elle se lève, va jusqu'à la fenêtre, regarde la mairie. De l'autre côté de la rue, elle n'a jamais paru aussi immobile, et pourtant, personne n'en parle, personne n'a jamais osé dire « et si c'était la mairie elle-même ?» Le bâtiment, le lieu, le moment. Talia se dit « ce n'est pas un oubli, c'est un effacement ». Elle ne sait pas encore pourquoi ces mots lui viennent, ni d'où vient cette certitude. Mais elle sent que quelque chose l'échappe, quelque chose d'enfoui. C'est peut-être pour ça qu'elle accepte, 2 jours plus tard, d'aider sa cousine Adèle à vider le grenier de la vieille maison familiale. Pas pour faire plaisir, pas vraiment pour aider, mais parce que ce silence intérieur la pousse à chercher ailleurs, à fouiller dans les angles morts. Le grenier est bas, chaud, presque irrespirable. Les cartons sentent le renfermer. La naphtaline, la vie ancienne, vêtements de cérémonie, couverts en argent terni, journaux froissés d'un autre siècle. Et puis cette boîte banale, poussiéreuse, en métal, sans inscription, sans serrure. Juste une pression pour l'ouvrir. À l'intérieur, des photos, noir et blanc, pour la plupart. Puis quelques-unes en couleur, délavées et floues. Des visages sérieux, des robes anciennes, des mariés inconnus. Et puis, cette photo, la même que celui de la photo de 1912 qu'Élise Bouclier lui avait montrée. Même pommette, même coiffure tirée, même air figé, elle compare. Mais les 2 clichés côte à côte, et il n'y a plus aucun doute, c'est Althea, mais c'est impossible. Talia montre la photo à Adèle. Adèle se souvient vaguement de ce mariage. C'était dans le jardin de l'ancienne mairie. Elle n'avait rien remarqué à l'époque. Personne ne se souvient d'une femme en noir. Personne n'a parlé d'intruse ce jour-là. Mais quand Talia parle du visage, du regard, Adèle pâlit. Elle finit par dire une phrase qu'elle n'arrive pas à expliquer. C'est fou, mais on dirait qu'elle attendait d'être vue. Talia retourne voir Élise. Elle lui tend la photo. Élise ne dit rien. Elle regarde longtemps. Puis, d'une voix lente, comme si elle récitait quelque chose, elle a dit qu'elle resterait là tant qu'aucune autre ne connaîtrait la joie qu'on lui a volée. Et elle ajoute « Certains esprits n'ont pas besoin de bouger pour se faire entendre. » Talia rentre chez elle. Elle ne sait plus quoi croire. Un fantôme figé dans le temps. Une femme qui se montre quand personne ne la regarde. Une présence capturée uniquement sur pellicule. Elle ressort la photo. Recompte les personnes. Compare les visages. Personne ne regarde la femme en noir. Pas un seul regard tourné vers elle. Comme si elle n'existait pas. Ou comme si elle avait été là. Après la prise du cliché. Mais alors, pourquoi toujours au mariage? Pourquoi toujours dans l'ombre? Et surtout, pourquoi toujours le même visage, intact, glacial, imperturbable? Talia sent que ce n'est pas une simple coïncidence. Elle commence à chercher d'autres archives, des photos d'événements dans le village, et elle en trouve une autre. Un baptême cette fois. Et là, à l'arrière-plan, à peine visible, mais bien là, cette même robe noire, cette même femme, toujours là où la vie commence toujours dans l'ombre comme un rappel, comme un avertissement silencieux. Talia comprend alors que la malédiction d'Althea n'était pas qu'une histoire ancienne, elle était toujours là, dans les détails qu'on oublie de regarder, les détails qui attendent qu'on les remarque. Et cette fois, c'est trop clair pour être ignoré, ce visage qu'on ne connaît pas, mais qu'on reconnaît.
Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Et depuis, Talia se demande combien d'autres photos dorment encore dans des boîtes poussiéreuses, avec Althea, debout dans l'ombre, à regarder des vies qu'on lui a interdites. Talia, après des mois de doute, de recherche, de silence trop lourd, avait compris que ce n'était pas son corps le problème, ni celui de son mari. Ce n'était pas biologique, c'était plus ancien, plus profond. Et pour briser quelque chose d'invisible, il fallait un geste qui sorte du cadre. Un soir, ils se sont assis à la table de la cuisine. Le certificat de mariage entre eux, froissé, jauni, presque humide sous leurs doigts, ils ont juste allumé une bougie. Et dans le silence, ils ont laissé le feu avaler le papier. Lentement, leur mariage, légalement, n'existait plus. Et c'était tout ce qu'ils pouvaient tenter. Les jours qui ont suivi, Talia n'en a parlé à personne, pas même à ses proches. Elle ne voulait pas entendre de conseils. Elle voulait juste respirer différemment. Dormir sans cauchemar. Vivre sans sentir ce poids dans le bas du ventre, ce vide trop plein. Un mois plus tard, elle s'est réveillée avec une migraine inhabituelle. Son cœur battait vite, son souffle était court. Elle pensait à une crise de fatigue, peut-être du stress encore. Mais une voix intérieure lui a dit d'aller faire un test. Elle n'y croyait pas vraiment. Pas après tout ce qu'elle avait traversé, mais le résultat est apparu sans tremblement. Le test était positif. Elle était enceinte. Ce jour-là, elle a pleuré, comme si le bonheur et la terreur étaient bêtes du même fil. Son mari l'a regardée et il a souri, mais un sourire sans éclat, comme s'il se demandait ce que cela allait encore leur coûter. Le lendemain, ils ont pris rendez-vous pour une échographie, une clinique loin de Péraldin, dans une autre région, un autre décor. Ils voulaient un œil neuf, un diagnostic loin du passé. L'échographiste était douce, attentive, mais après quelques minutes, son visage a changé, ce petit froncement de sourcils qui en dit long. Elle a posé la sonde sur un autre point, a recommencé, puis encore. Talia a senti le froid revenir. Pas celui du gel sur sa peau, un autre. Celui qu'on ressent quand l'instinct devance les mots. La femme a parlé bas. Le fœtus est bien là. Le rythme cardiaque est bon. Mais... Et un silence qui suit. Le placenta se fragilise. C'est inhabituel à ce stade. Le mari de Talia a posé la main sur la sienne et la serré fort et demanda à l'échographiste « Ça veut dire quoi ?» Le médecin n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste dit qu'il fallait surveiller, que c'était peut-être temporaire. Mais dans son regard, il y avait autre chose, une retenue, une précaution. Sur le chemin du retour, Talia n'a pas parlé. Elle fixait la route ou peut-être le vide. Son mari, lui, répétait la phrase « On a tout fait, on a tout brûlé, on a tenu parole. » Et c'est peut-être là que tout s'est joué. Ce n'était pas juste une histoire de papier. Ce n'était pas seulement une malédiction. C'était une mémoire. Quelque chose de gravé dans les murs, dans la terre, dans les silences transmis de génération en génération. Et même si le certificat avait brûlé, peut-être que l'empreinte, elle, était restée, quelque part. Talia ne voulait pas croire à une punition. Mais elle sentait bien que tout n'était pas fini. Elle a recommencé à écrire. Un carnet posé sur sa table de chevet. Chaque jour, une ligne, une date, un battement, comme pour faire exister ce bébé à travers les mots. Comme si le fait de raconter, de nommer, pouvait l'ancrer plus solidement dans la réalité. Et chaque nuit, elle posait la main sur son ventre. Elle lui parlait sans bruit pour lui dire qu'il n'était pas seul, qu'ils étaient trois à se battre. Car il y avait aussi cette femme, qu'on ne voyait plus, mais dont l'ombre rôdait encore. Cette nuit-là, le silence était différent, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Talia n'avait pas fermé l'œil. Ce n'était pas l'insomnie d'une femme fatiguée, ni l'angoisse d'une future mère. C'était autre chose, une sensation dans la poitrine, comme un battement étranger. Quelque chose qui l'appelait. Elle s'est levée sans allumer la lumière. Pieds nus, elle a traversé le salon, enfilé un manteau trop grand, pris les clés posées sur la table. Dehors, les rues étaient vides. Même les chiens du quartier semblaient dormir plus profondément que d'habitude. Elle n'a prévenu personne. À cette heure, elle n'avait pas besoin de permission. Ses pas l'ont menée tout droit vers la mairie. La vieille bâtisse au centre du village. Fermée, bien sûr. Grille rouillée, mur froid. Elle s'est arrêtée juste devant. Là où les pavés changent de couleur, comme s'ils avaient absorbé des choses que personne n'avait le droit de raconter. Elle s'est assise,
dos contre la pierre, et instinctivement, elle a posé l'oreille contre le mur. Au début, rien. Juste le bruit sourd de son propre sang dans les tempes. Puis, un frisson et ce murmure, léger, presque timide. Je n'ai jamais voulu leur douleur, seulement qu'on se souvienne. Cette phrase était prononcée avec une fatigue ancienne, comme un regret, elle a reculé, le cœur battant. Talia ne se souvient pas d'avoir marché, ni même d'être rentrée, mais elle s'est retrouvée dans son lit, allongée, les draps trempés. Elle grelottait, mais son front n'était pas chaud. C'était comme si son corps avait traversé quelque chose, et qu'il essayait maintenant de revenir à lui-même. Cette nuit-là, elle a fait un rêve où elle se voyait de nouveau devant la mairie. Mais le bâtiment était plus vieux, il n'y avait pas encore d'électricité. Juste des torches accrochées au mur. La pierre semblait vivante. Et au centre de la place, une femme, dos droit, longue robe noire, cheveux attachés. Elle ne disait rien. Elle tendait une clé, une simple clé en fer, usée, ancienne, et cette phrase qu'elle murmurait « Ferme ce cycle, et tu vivras ». Talia s'est réveillée en sursaut. Le soleil perçait à peine entre les rideaux. Elle avait du mal à respirer. Elle savait que cette nuit-là, quelque chose s'était brisé ou réparé. Elle ne savait pas encore ce que c'était. Elle a fouillé partout dans la maison, dans les tiroirs, sous le lit, dans les boîtes. Elle cherchait une clé, n'importe laquelle. Comme si la femme du rêve avait laissé une trace physique. Mais rien. Elle a pensé un moment devenir folle. Mais ce sentiment, ce calme qu'elle ressentait, il était trop réel, trop ancré. Par la suite, elle est restée seule, à observer la mairie de loin, à écouter les voix dans sa tête, celles qu'on n'entend que quand on a touché quelque chose d'ancien. Ce n'était pas la voix d'Althea qui l'avait hantée, c'était la sienne. Une voix qu'on avait forcée à se taire depuis trop longtemps. Elle ne voulait pas faire de mal. Elle voulait juste qu'on n'oublie pas, qu'on reconnaisse, qu'on répare, et quelque part, entre les pierres froides et les secrets enterrés. Talia se disait peut-être que la clé n'était pas en métal. Peut-être que la clé, c'était elle. Ils avaient longtemps hésité. La mairie de Péraldin, vide depuis des années, était devenue un bâtiment inutile. Derrière les murs rongés par l'humidité, il n'y avait plus de lumière. Juste des courants d'air, plus de cérémonies, plus de réunions. Personne n'osait vraiment y entrer. Même les enfants du village évitaient d'y jeter un ballon. Mais un jour, un nouveau maire, fraîchement élu, a décidé d'en finir. Ce vieux bâtiment, il fallait le raser. Tourner la page, faire place à autre chose. Le chantier était prévu pour un mercredi matin. 3 ouvriers, une pelleteuse, quelques coups de pioche avant d'attaquer les murs porteurs. À 8h07, le premier coup est donné. Le sol tremble à peine, mais le silence s'épaissit aussitôt. Personne ne le remarque sur le moment. Mais ceux qui étaient là se souviennent, le vent est tombé d'un coup. Plus un bruit d'oiseaux. Même les chiens ont cessé d'aboyer. Puis vient le deuxième coup, un bruit sourd, profond, et là, un cri, un son guttural venu du sol, comme si les fondations avaient gémi. Les ouvriers s'arrêtent net. Ils se regardent, hésitent. Un d'eux, un ancien, lâche sa pelle. Il dit « J'ai entendu ça une fois. C'était pendant un enterrement. » Il refuse de continuer. Il part, mais le chantier reprend. On ne va pas suspendre des travaux pour un bruit. À la 5e frappe, la façade sud se fissure d'un coup sec. Une grande ligne noire remonte du sol comme une veine. Le béton se fend, la pierre s'effrite. Et de cette fissure, une odeur sortait forte et piquante. Quelque chose entre le brûlé et l'encaissé. Un parfum de cendre ancienne. Les hommes s'éloignent. Appelle le chef de chantier. Mais à ce moment-là, la toiture craque net, comme une charpente qu'on étrangle. Et puis, rien. 5 minutes de silence. Puis subvient un feu brutal. Les flammes jaillissent de l'intérieur sans prévenir. Pas d'explosion, pas d'étincelle, juste une langue de feu qui grimpe le long du mur, comme si elle connaissait déjà le chemin. Le feu se propage sans logique, il évite les arbres, contourne les véhicules. Mais il dévore la mairie, et seulement la mairie. L'un des pompiers dira plus tard, c'était comme si le feu savait ce qu'il faisait, comme s'il était intelligent. L'expertise technique ne révèle rien, pas de fuite de gaz, pas de court-circuit, rien de naturel. Le bâtiment s'écroule dans un souffle, et au milieu des cendres, une dalle encore tiède, dessus gravée à même la pierre. Je n'ai jamais voulu leur douleur. Seulement qu'on se souvienne, on ne reconstruit jamais. L'administration propose d'ériger un bâtiment neuf. Les habitants refusent, à l'unanimité. Même ceux qui n'ont jamais cru à l'histoire. Depuis ce jour, la parcelle reste vide, un carré d'herbe.
régulièrement entretenu, aucun panneau, aucun projet, juste un banc. Un vieux banc de bois tourné vers le vide. Et parfois, à la tombée du jour, quelqu'un s'y assied. Toujours seul, toujours en silence. 3 mois après la démolition, le village de Péraldin semblait suspendu. Pas de célébration, pas de message officiel. Juste un silence, comme une page qu'on tourne sans bruit. Et c'est dans ce silence que Talia a accouché. Une petite fille, une naissance douce, presque trop simple pour une histoire aussi lourde. L'enfant est arrivé à l'aube, dans une chambre aux volets ouverts, sans cri ni agitation. Talia l'a tenue contre elle sans dire un mot. Elle a juste regardé le plafond, comme pour s'assurer que personne d'autre n'observait la scène. Puis elle a fermé les yeux. Longtemps, elle appela l'enfant Aïna, un vieux mot, oublié qui signifie renaissance. C'était venu comme une évidence, comme si ce prénom l'attendait depuis toujours. Les rumeurs ont mis du temps à circuler. Mais elles ont fini par arriver jusque chez les autres. Femmes, celles qui avaient perdu espoir, celles qui avaient déjà rangé les habits de bébé dans des cartons au grenier. Et l'une après l'autre, elles ont repris rendez-vous. Elles ont vérifié. Et les résultats étaient là. Grossesse naturelle, sans traitement, sans explication. 1 mois après la naissance d'Aïna, une autre femme, Camille, est tombée enceinte, puis une autre, et encore une. 3 femmes en 6 semaines. Le médecin, d'abord prudent, a fini par admettre ce que tout le monde murmurait. Le sort était peut-être levé, ou quelque chose s'était déplacé, ou bien quelqu'un avait accepté de s'en aller. Et pourtant, malgré la joie, malgré les retrouvailles avec la vie, quelque chose résistait. Une forme de prudence, de respect. Comme si les habitants du village savaient qu'ils devaient rester calmes. Et surtout, ne rien construire là où tout avait commencé. Le terrain de l'ancienne mairie est resté vide, pas une pierre, pas un banc, même les enfants n'y jouaient pas. Ils passaient à côté sans lever les yeux. Certains disaient que l'air y était plus froid, même en plein été. D'autres racontaient que les animaux refusaient de s'y allonger. Une fois, un entrepreneur a proposé de bâtir un parking sur les ruines. Le lendemain, son bureau a brûlé, incendie électrique. Selon les rapports, mais les prises n'étaient pas branchées et les pompiers ont dit avoir entendu quelque chose. Pas une voix, un bruit sourd, répété, comme des pas sous la dalle. Le maire par intérim a rangé les papiers. Le projet n'a plus jamais été évoqué. Talia, elle, ne disait rien. Elle vivait un peu à l'écart du village. La petite grandissait, et parfois, en pleine nuit, on les voyait marcher, elle et sa fille, le long de la clôture. Toujours en silence, toujours à la même heure. Certains affirment que l'enfant sourit à quelqu'un qu'on ne voit pas. D'autres disent qu'elle murmure des choses en dormant, des phrases anciennes, des mots qu'aucun parent n'enseigne, mais Talia reste calme. Elle dit seulement « On ne parle pas ». L'encre, on l'écoute, et personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Mais personne ne pose la question, parce qu'à Péraldin, depuis cette naissance, il n'y a plus de cris, plus de plaintes, juste des respirations longues, et ce terrain vide au centre du village, comme un rappel, pas une cicatrice, pas une menace, un silence. Simple point total. Et chaque fois que le 12 août revient, les volets se ferment. Les pas ralentissent et les mères gardent leurs enfants plus près d'elles. La place de la mairie n'a jamais été reconstruite. Depuis l'incendie, le sol est resté nu, sec, presque brûlé. Rien ne pousse là-bas. Pas un brin d'herbe, pas un insecte. Les gens traversent à distance, comme si même leur ombre n'osait pas s'y poser. Il y a un banc pourtant, un vieux banc en fer, posé là sans raison apparente. Personne ne s'en sert, sauf elle. Chaque 12 août, à l'heure du dernier mariage, une vieille femme vient s'y asseoir. Toujours la même, cheveux blancs, noués serrés, robe noire boutonnée jusqu'au cou. Elle ne parle à personne. Elle fixe le sol, là où se dressait autrefois la porte d'entrée de la mairie, comme si elle guettait quelque chose, ou quelqu'un. Un jour, un petit garçon s'est approché, il n'avait pas peur. Il ne savait rien de ce lieu. Il s'est assis près d'elle, les jambes pendantes dans le vide. Et d'une voix franche, il a demandé « Pourquoi personne ne va là-bas ?» Elle a tourné la tête, lentement. Ses yeux n'étaient pas tristes. Ils étaient vides, comme ceux de quelqu'un qui a trop vu, et elle a répondu simplement « Parce qu'un jour,
On a fait taire la mauvaise douleur. L'enfant n'a pas compris. Pas tout de suite. Mais cette phrase, elle est restée comme une énigme impossible à chasser. Certains disent que cette femme, c'est Élise Bouclier. D'autres affirment que non, qu'Élise est morte depuis longtemps, et que celle qu'on voit chaque année, ce n'est pas vraiment une survivante, mais une mémoire incarnée. Ce qui est sûr, c'est que ce soir-là, après son départ, le silence s'est fait lourd, et vers 23h17, les premières personnes ont entendu un pas, puis deux. Des bruits réguliers, calmes, comme des talons sur le sol sec, il n'y avait personne. Mais les pas avançaient, lentement. Certains les ont suivis du regard, jusqu'à l'entrée imaginaire de la mairie disparue. Et là, plus rien, juste un froid brutal. Et cette sensation étrange dans le dos, comme une main qu'on ne voit pas, mais qui vous effleure. L'année suivante, même heure, même bruit. Puis l'année d'après, toujours le 12 août, toujours ce banc, et toujours cette silhouette noire, assise dans le silence. On a tenté de comprendre. Un journaliste local a posé un micro sous le banc, en cachette. Il a laissé tourner l'enregistrement toute la nuit. Le lendemain, il a écouté. Et à 23h17, sur la bande, entre deux souffles de vent, il a entendu. Il faut qu'elle se souvienne, rien d'autre. Il n'a jamais publié l'enregistrement. Certains disent qu'il a quitté le village. D'autres qu'il est devenu fou. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a plus jamais parlé de Péraldin. Il y a des mystères qui ne cherchent pas à être résolus, des blessures anciennes dont le silence est le seul pansement. Mais il y a aussi des vérités qui rôdent, qui marchent la nuit sur une place vide et qui reviennent chaque année, juste pour vérifier. Vérifier qu'on n'a pas oublié, parce que parfois le plus effrayant, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on n'a jamais voulu entendre. Le village a retrouvé son calme, mais ce n'est pas un silence rassurant. C'est celui qu'on sent dans les cimetières, dans les lieux où trop d'histoires ont été enterrées sans fin. Plus personne ne parle d'Altea. Officiellement, elle n'a jamais existé. Ni elle, ni la malédiction, ni les mariages brisés, on ne mentionne pas les dates, ni la mairie disparue, ni la voix qu'une fillette a encore entendue le 12 août dernier. À Péraldin, on vit, on respire, on fait semblant d'oublier. Mais les silences, eux, n'oublient jamais. On a cassé des murs, brûlé des papiers, démoli des pierres, mais personne n'a osé parler de ce qu'il y avait dedans. Car parfois, ce ne sont pas les malédictions qui tuent, ce sont les pactes qu'on accepte sans comprendre, les secrets qu'on transmet sans les nommer, et surtout, les silences, ceux qui couvrent lentement, dans le creux des murs, sous les fondations, derrière les dates. Alors non, ce ne sont pas les murs qui portent les malédictions, ce sont les silences qu'on laisse couler dedans. L'encre des secrets ne s'efface jamais.